Salut à tous, ici Cyril d'Hardware Cooking et dans cette vidéo, on va parler des températures. Non, je ne parle pas de la météo, mais des températures des étages d'alimentation de nos cartes mères, aka les fameuses VRM. On va donc prendre ici 4 cartes mères qui sont concurrentes, une Asus, une MSI, une ASRock et une Aorus. Elles sont toutes disponibles entre 220 et 250 €. Et on va voir ici laquelle d'entre elles a les meilleures VRM. Enfin, pas forcément les meilleurs VRM, mais au moins les VRM les plus fraîches. Avant d'aller plus loin, je voulais vous inviter déjà à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous connaissez mes vidéos, que mes vidéos vous les appréciez. Abonnez-vous, mettez des commentaires si vous avez des questions ou quoi que ce soit, mettez des petits pouces en l'air. Et sur ce, on va pouvoir attaquer cette vidéo. Ouais. Trop peu de gens prennent en compte les VRM lors de leurs achats et c'est donc le moment idéal pour en apprendre un peu plus sur ce sujet et à l'avenir ne plus faire d'erreurs. Mais avant de commencer, il me semble important, voire primordial, de poser les bases sur ce que sont les VRM. Comment ça fonctionne, pourquoi il faut faire un minimum attention aux températures de celles-ci et qu'est-ce qui se passe si elles sont trop chaudes. Pour cela, qui mieux que Wizerty, un célèbre champion d'overclocking français, pour venir vous en parler. D'ailleurs, je vais vous mettre les liens dans la description, mais n'hésitez surtout pas à visiter sa chaîne YouTube, sa page Facebook. Vous y retrouverez des guides, des tutos et bien sûr des sessions d'overclocking. Sur ce, je lui passe la parole et à tout à l'heure. Bonjour à tous et merci à Cyril pour l'invitation. Aujourd'hui je vais vous faire un petit condensé au niveau des étages d'alimentation. Donc qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et qu'est-ce qui se passe si ceux-ci sont de mauvaise qualité. Alors les étages d'alimentation, c'est quelque chose qui va permettre de transformer le 12 volts qui provient de votre bloc d'alimentation à par exemple 1,2 volts pour alimenter le processeur qui se situe ici. Donc en fait c'est placé entre l'alimentation et puis le processeur. Et donc ces composants qui constituent l'étage d'alimentation, qu'on appelle souvent VRM. Alors VRM c'est pour voltage régulateur module, c'est les petits carrés noirs qui sont ici et qui sont constitués d'interrupteurs, donc qui vont s'ouvrir et se fermer. C'est également les bobines qui vont permettre de lisser le courant et puis les condensateurs qui vont eux lisser la tension d'alimentation. Donc tous ceux-ci sont pilotés par une petite puce qui est ici et qui va ordonner, on va dire, aux interrupteurs de s'ouvrir et de se fermer pour atteindre la tension d'alimentation désirée par le processeur. Donc généralement quand vous contrôlez le BIOS, que vous réglez des paramètres dans le BIOS, et ben c'est elle qui va les prendre en compte et puis qui va les appliquer pour que vos VRM ils donnent pile poil ce que votre processeur a besoin. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Et ben c'est pas très compliqué non plus. Lorsque vous avez du 12 volts, l'interrupteur se ferme et puis vous avez le 12 volts qui passe dans le circuit. Donc on voit que la tension elle augmente et puis quand l'interrupteur s'ouvre, et ben la tension d'alimentation elle repasse à 0. Un petit peu plus tard, l'interrupteur va se refermer, on va avoir de nouveau du 12 volts, il va se réouvrir, on va avoir du 0 volts, mais comme rien est immédiat, et entre le moment où il s'ouvre et le moment où il se ferme, la tension d'alimentation, quand il est fermé, elle va croître un petit peu, et puis quand il va s'ouvrir, elle va descendre un petit peu. Puis elle va remonter un petit peu, elle va redescendre un petit peu. Alors, il faut bien imaginer que le fait qu'elle monte et qu'elle descende, c'est pas très bon pour le processeur. Nous, ce qu'on voudrait, c'est une tension idéale qui est tout le temps très très lisse. Alors les VRM, quand ils commutent, ils le font très très rapidement, donc on n'a pas des oscillations qui sont énormes. On va pas passer de 1,4 à 0,9, là ça serait la cata, mais on va quand même avoir des petits pics. Et donc, si on veut un overclocking stable, et puis qu'on veut que notre processeur ne plante pas, il faut que ces petits pics soient le plus petits possible, et donc c'est pour ça que les VRM, les étages d'alimentation, ils doivent commuter très rapidement et surtout ils doivent fournir un signal le plus stable possible. Alors le signal le plus stable possible, c'est très bien. Le problème c'est que plus l'interrupteur va commuter rapidement, et donc c'est ce qui donnerait le signal le plus stable possible, et plus il va chauffer, parce qu'à chaque fois qu'il s'ouvre et à chaque fois qu'il se ferme, il va dégager de la chaleur. Donc d'un côté on veut un signal très stable, mais d'un autre côté on veut quelque chose qui chauffe pas trop, et donc il va falloir trouver le bon compromis. Le bon compromis, on peut y arriver en refroidissant aussi les VRM, parce que si on les refroidit pas, non seulement leur puissance maximale va décroître, donc au lieu de pouvoir fournir par exemple 70 ampères, ils vont fournir plus que 50, donc là c'est le premier problème. Un autre problème, ça risquerait d'être le VRM qui prend feu. Alors pour pas qu'il prenne feu, les fabricants ils mettent des protections dessus, ne vous inquiétez pas trop. Le souci c'est que les protections, ça va avoir tendance à pénaliser les performances de votre machine. Si le VRM chauffe trop, il va réduire la fréquence de fonctionnement de votre processeur pour être moins sollicité. Dans ce cas-là, la température va pouvoir redescendre, mais entre le moment où la température est trop haute et le moment où elle redescend, votre processeur il tourne moins vite et ça peut pénaliser si vous faites de l'overclocking vos scores, ou si vous êtes en train de faire du jeu, vous donnez des petits lags ou des choses comme ça. Donc c'est quelque chose qu'on essaye d'éviter, et donc pour les éviter, il faut des VRM qui soient suffisamment solides et des VRM qui soient bien refroidis. Donc voilà un petit peu qu'est-ce que les VRM, comment est-ce que ça fonctionne, et puis pourquoi est-ce que c'est important autant pour l'overclocking que pour le gaming.
Maintenant que vous savez pourquoi les VRM sont importants, on va passer à la suite. Notre configuration de test se base sur le processeur AMD Ryzen 9 3900X, donc le processeur à 12 cœurs de chez AMD. Pour refroidir ce processeur, nous utilisons notre water cooling tout en un de chez Be Quiet, le Silent Loop 240 mm. Nous utilisons notre RAM DDR4 Corsair LPX à 2400 MHz, un SSD Crucial P1 de 1 Teraoctet pour le système forcément, et tout cela est alimenté par notre alimentation Be Quiet Dark Power Pro 11 1000 watts. Quant aux cartes mères testées ici, nous avons la Asus TUF Gaming X570 Plus, la X570 Aorus Elite, la ASRock X570 Style Légende, et enfin la MSI MPG X570 Gaming Edge Wi-Fi. Donc comme vous le voyez, nous avons des cartes mères basées sur le chipset AMD X570 uniquement, qui seront utilisés avec un 3900X, histoire de bien faire chauffer les VRM. Ouais. On va parler maintenant un petit peu du protocole de test, puisqu'on a 4 cartes mères qui sont totalement différentes, il faut bien unifier les paramètres pour qu'elles puissent vraiment être comparées au niveau des températures. En effet, c'est pas parce qu'on met du 1,35 volts pour le CPU dans le BIOS qu'on aura effectivement du 1,35 volts au multimètre. Il y aura des différences plus ou moins élevées selon les gammes de cartes mères, mais aussi entre les marques. Dans notre test, on va donc chercher au multimètre pris directement à l'arrière du socket une tension qui se rapproche le plus possible de 1,382 volts en charge, ceci avec un LLC le plus stable possible. Évidemment, il y a bien d'autres réglages qui sont pris en compte pour unifier au mieux les paramètres entre les cartes mères. Et accessoirement, on fixe le ratio du CPU à 42, ce qui veut dire que la fréquence du processeur sera bloquée à 4,2 GHz, que ce soit au repos ou en charge. Et ensuite, nous lançons notre benchmark d'une durée d'1 heure de Prime 95, histoire de bien faire chauffer le processeur et donc les VRM de la carte mère. Pour relever les températures et donc croiser les données que nous avons, nous allons passer par plusieurs méthodes. Premièrement, nous relevons bien sûr la température VRM d'une manière logicielle, donc avec le logiciel HW Info par exemple. En revanche, toutes les cartes mères n'ont pas une sonde dédiée au VRM, et même si elles ont des sondes dédiées au VRM, c'est pas forcément placé exactement au même endroit. Nous allons donc également utiliser la caméra thermique pour relever les températures de face, mais aussi à l'arrière de la carte mère, puisque la température du PCB est également importante. En plus de la manière logicielle et de la caméra thermique, nous allons utiliser notre thermomètre laser afin de pointer à l'arrière de la carte mère l'endroit le plus chaud que nous avons vu via la caméra thermique afin de croiser les données. Mais nous allons également sur la face avant viser avec le thermomètre laser les bobines et condensateurs lorsque cela est possible. Et avec tout ça, on peut se faire une bonne petite soupe et avoir des résultats cohérents et comparer les cartes mères entre elles. Notez que pour la température sur le PCB, donc à l'arrière de la carte mère, il y a une notion importante à prendre en compte, c'est le nombre de couches du PCB. Vous avez sans doute dû voir sur certaines fiches produits que les constructeurs se vantent d'avoir tant ou tant de couches sur le PCB, ou encore chez ASRock une conception à ultra haute densité. Il faut savoir que forcément un PCB à 4 couches va beaucoup plus chauffer qu'un PCB qui est doté de 8 couches par exemple. C'est pour ça qu'on va en parler juste après, qu'on va analyser les étages d'alimentation de chacune des cartes mères. Regardons maintenant plus en détail les étages d'alimentation de la carte mère Asus TUF X570 Gaming Plus. Elle est équipée de 12 plus 2 phases DRMOS SI639 de 50 A et le contrôleur est un ASP1106 GGQW. Notez qu'en réalité il s'agit d'un 4 plus 2 phases puisque le contrôleur ne peut pas en gérer plus que 6. Nous avons ici un circuit imprimé en 6 couches pour aider à l'évacuation de la chaleur. Le refroidissement des MOSFET se fait à l'aide de 2 dissipateurs thermiques indépendants. Notez que ceux-ci refroidissent également les bobines en plus des MOSFET. La carte mère X570 Aorus Elite dispose de 12 plus 2 phases numériques MOS SIC634 de 50 A. Nous avons un contrôleur ISL69138 dans une configuration 6+1 et elle utilise un doubleur de phase ISL6617A pour s'exécuter en 12+2.
Nous avons ici un circuit imprimé à 4 couches et le refroidissement des MOSFET se fait ici avec des dissipateurs thermiques indépendants également. La carte mère ASRock X570 style légende propose un étage d'alimentation à 8 plus 2 phases avec MOSFET DRMOS SiC 634 de 50A là encore. Le contrôleur est un Intersil ISL 69147 dans une configuration 4 plus 2 et utilise un doubleur de phase ISL 6617A. Le refroidissement des MOSFET se fait via 2 dissipateurs thermiques. ASRock ne communique pas le nombre de couches du circuit imprimé, mais avance une conception à ultra haute densité du PCB. La carte mère MSI MPGX 570 Gaming Edge Wi-Fi dispose de 8 plus 2 phases Onsemi 4C029 d'un côté et Onsemi 4C024 de l'autre côté. Le contrôleur est un Infineon IR35201 dans une configuration 4 plus 2 et utilise un doubleur de phase IR3598. Le PCB possède ici aussi 4 couches. Ici nous avons 2 dissipateurs thermiques indépendants qui se chargeront du refroidissement des MOSFET. Commençons les choses sérieuses et regardons les températures maximales atteintes que notre caméra thermique a relevées sur la carte mère de face. Je précise que la température du processeur a oscillé entre 84 degrés et 88 degrés selon les cartes mères au maximum relevées par HW Info. Avant de passer en mode panique parce que vous voyez beaucoup de jaune sur l'image de la teuf, considérez bien l'échelle des températures. En effet, le pic de température est très bas comparativement à la MSI où il y a le moins de jaune par exemple et c'est tout à fait normal. Sur la teuf, nous avons ici une température maximum sous les 70 degrés et le jaune représente simplement les plus hautes températures vues sur l'image. Mais comme de base, cette température n'est pas excessive et que la chaleur est mieux répartie, nous avons beaucoup de jaune. Au contraire, sur la MSI, nous voyons que la chaleur est excessive et mal répartie. C'est pour cette raison qu'il y a peu de jaune et beaucoup de violet sur l'image thermique. Comme vous le voyez en top position, nous retrouvons la carte mère Asus TUF. Sur la caméra thermique, nous pouvons d'ailleurs voir que la chaleur est bien dissipée sur l'ensemble des dissipateurs thermiques. De plus, les bobines profitent aussi du dissipateur thermique. Bref, la Asus TUF représente un excellent rapport qualité-prix puisqu'elle se situe dans la même gamme de prix que les autres cartes mères, ce qui était un petit peu le but du test d'ailleurs. En effet, la caméra thermique relève 64,1 degrés pour la Asus TUF, 73,5 degrés pour la Gigabyte Aorus, 79,1 degrés pour la ASRock et un triste 97,9 degrés pour la carte de chez MSI. Au-delà des images thermiques, que dit le logiciel HW Info? Hormis la Asus TUF qui ne possède malheureusement pas de sonde pour les VRM, nous retrouvons à nouveau le même schéma sur le classement des cartes mères. Ce schéma se retrouve également sur les températures des bobines et des condensateurs, ce qui est logique. Regardons à présent les températures à l'arrière de la carte et rappelez-vous que le nombre de couches de PCB joue son rôle ici. Nous pouvons voir que nous retrouvons le même schéma de température que dans le premier graphique, avec en pole position la Asus. Nous y avons relevé à la caméra thermique 68,4 degrés, pour la Gigabyte 72,5 degrés, pour la ASRock 84,6 degrés, mais pour la MSI nous passons à 112,1 degrés. D'ailleurs, les relevés au thermomètre laser confirment ces données, mais nous voyons que plus nous montons dans les températures et plus l'écart se creuse un petit peu, mais d'une manière presque proportionnelle. Notez que sur la carte mère MSI, clairement la plus mauvaise élève dans ce test, nous constatons un throttle thermique dès lors que HW Info relève 115 degrés sur les VRM. Ce throttle passe la fréquence de notre processeur AMD Ryzen 9 3900X, en test juste là d'ailleurs, à 0,546 GHz, le temps qu'elle revienne à une température de 95 degrés. Elle remonte à 115 degrés, throttle thermique, et etc, ainsi de suite. Et là on en revient à ce que Wizerty vous expliquait, des VRM mal refroidis peuvent causer un throttle thermique du processeur, et c'est bien dommage. Pour conclure ce test, n'y allons pas par 4 chemins puisque la carte mère de chez Asus est clairement la grande gagnante, suivie de près par l'Aorus, ensuite on a l'ASRock et en dernière position, malheureusement, il y a la carte mère de chez MSI. C'est les résultats, hein, les résultats ne mentent pas. Les résultats ne mentent pas, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Rappelons que le maintien des bonnes températures sur les VRM, c'est très important, puisque cela va participer à la longévité
de votre matériel. Évidemment, si on a des températures excessives, le matériel va s'user plus rapidement. On aura de possibles throttles thermiques et c'est le genre de choses qu'on veut à tout prix éviter généralement puisque ça baisse drastiquement les performances pendant un laps de temps, en plus de créer une chaleur excessive qui va chauffer le reste du PC, etc. Hein, bah oui. Je précise aussi que ces tests sont réalisés hors boîtier, puisque pour utiliser la caméra thermique, il faut être à un angle de 90 degrés et à une distance de 50 cm dans mon cas pour faire les relevés correctement, et ça dans un boîtier bah, c'est pas possible en fait pour l'arrière de la carte mère au niveau du PCB, et du coup eh ben, on n'a pas le flux d'air qu'apporte la ventilation d'un boîtier avec des ventilateurs à l'avant, à l'arrière, sur le dessus, etc. Ce test est vraiment là pour comparer du mieux possible les performances des étages d'alimentation en termes de refroidissement. Et d'ailleurs, nous en profitons pour inclure ce protocole de test à nos prochains tests de carte mère, que ce soit du très haut de gamme ou de l'entrée de gamme. Et là, je sens que certaines cartes mères vont nous surprendre. Bref, les VRM sont en charge de fournir de l'électricité propre et stable à votre processeur. Plus vous voulez partir loin en overclocking, plus il vous faudra des VRM qui sont bien refroidis, mais aussi qui sont performantes. Précisons aussi que généralement, des températures sous la barre des 80 degrés, et ben c'est bon, il n'y a pas à s'inquiéter. Bref, dans ce test, nous avons malheureusement une mauvaise élève de chez MSI, et ces données ont d'ailleurs été... Enfin, c'est moi qui les a confirmées plutôt pour le cas présent. On peut retrouver d'autres vidéos sur internet, sur YouTube, avec des tests similaires qui montrent les mêmes résultats. Donc voilà, de mon côté, j'ai pu faire ce test, ce comparatif. On a introduit un nouveau protocole de test pour les cartes mères qui vont arriver. D'ailleurs, j'ai une petite Asus ROG Impact et une X570 Ace aussi de chez MSI. On va voir ce que ça donne. Sur du haut de gamme comme ça, je pense qu'on sera de toute façon bon. Donc, à voir. Je voulais remercier encore une fois Wizerty, n'hésitez pas à aller vous-même vous abonner sur sa chaîne YouTube, à le suivre sur les réseaux sociaux. Il fait énormément de choses très intéressantes et il est très actif sur les réseaux sociaux. Les liens seront bien sûr dans la description. Cette vidéo est maintenant terminée, comme toujours vous pouvez retrouver ce test avec bien plus de détails, notamment sur le LLC, qu'est-ce que c'est, comment que ça marche. Vous aurez plus de détails aussi sur un petit peu tout ce qu'on a abordé sur notre site www.hardwarecooking.fr. Je vous mets le lien dans la description également. Vous pourrez y retrouver des tests et bien plus encore. N'hésitez surtout pas à y faire un tour. On a également lancé récemment un petit forum et bah, il faut le peupler. Hein, il faut le peupler. Bah oui, il faut le peupler. Un forum sans peuple, c'est pas un forum. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Mettez un petit pouce en l'air, mettez des commentaires. Et... je pense qu'on a fait le tour. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.